ses parents l'avaient vendue. Pas parce qu'elle avait fauté. Pas parce qu'elle était indigne. Mais simplement parce qu'elle ne pouvait pas donner la vie. Parce qu'elle était stérile. À leurs yeux, une femme incapable d'enfanter n'était rien d'autre qu'un arbre mort, debout, mais inutile. Et pourtant, ce jour-là, un homme apparut. Un bûcheron solitaire, le dos voûté par les années de labeur, le cœur peut-être encore plus usé. Il avait déjà 4 enfants, et pourtant, c'est lui qui décida de lui tendre la main. Claire se tenait au milieu de la place du marché, le cœur battant à rompre. Son père, visage dur et mâchoire serrée, la poussa brutalement en avant. Elle trébucha, tomba à genoux dans la poussière. Autour d'elle, les rires moqueurs résonnaient, les murmures venimeux sifflaient, les regards se plantaient en elle comme des flèches. Des enfants, cachés derrière les jupes de leur mère, l'observaient avec de grands yeux silencieux. Le vent de printemps charriait l'odeur du fumier, mais rien ne puait davantage que la honte qu'elle portait dans la poitrine. Son père, autrefois commerçant respecté, n'était plus qu'un homme brisé par les dettes. Désespéré, il éleva la voix. Moitié prix d'un taureau, messieurs. Elle sait cuisiner, coudre, et surtout, se taire. Qui veut d'elle? Claire sentit ses joues brûler. Pas à cause du soleil. Mais à cause de ce souvenir, cette scène qui se rejouait inlassablement dans sa mémoire, le jour où son époux lui avait arraché sa robe de mariée, le jour où elle avait été jetée hors de la maison comme une voleuse. 2 années d'humiliation, à essayer de concevoir. 2 années à prier chaque nuit, à avaler les décoctions infectes préparées par la sage-femme, à espérer un miracle qui ne venait pas. Et puis, un jour, sans un mot, son mari prit une autre femme. Une fille plus jeune, plus vive, qui embrassait les mains de sa belle-mère et promettait 5 enfants si Dieu le voulait. Claire n'eut même pas le droit de rester jusqu'au soir. Elle fut chassée le jour même. Et maintenant, elle était là, offerte comme une chèvre sur le marché. Poussière sur l'ourlet de sa robe, bleu sur l'âme, nulle part où aller. Allez! Cria son père, impatient. Elle a 22 ans, toutes ses dents. Mais l'intérieur, ça ne marche pas. Un silence pesant s'installa. Puis la foule s'ouvrit, comme repoussée par une présence. Il s'approchait à pas lents, lourd, certain. Un homme grand, solide, vêtu d'une chemise tachée de résine. Il portait un vieux chapeau qui cachait son regard, mais sa mâchoire carrée et ses mains calleuses parlaient pour lui. Il s'arrêta sans un mot, fouilla dans sa veste, et déposa une bourse de cuir sur la table. Les pièces tintèrent en tombant, étouffant les ricanements autour. Pas de remboursement, hein? Lança le père de Claire, méfiant. L'homme releva enfin les yeux, ni dur ni tendre. Juste, fatigué. Elle ne sera plus jugée, dit-il simplement. Puis il tourna les talons, sans vérifier si elle le suivait. Claire resta figée, les mains tremblantes. Était-ce vraiment mieux? Une échappée ou simplement une nouvelle prison? La foule se dispersait déjà. Son père lui donna une claque sèche sur l'épaule. Va. Tu es à lui maintenant. Elle prit son sac presque vide, une paire de chaussures usées et un médaillon contenant le portrait effacé de sa mère. Puis elle suivit l'homme dans la poussière. Sa charrette, tirée par une mule fatiguée, attendait près de la forge. Il ne lui proposa aucune aide pour monter. Il attendit simplement. Lorsqu'elle fut installée, il lui tendit une gourde. La route est longue. Elle but. L'eau avait un goût de fer et de silence. Ils voyagèrent sans échanger plus de mots. De chaque côté de la route s'étendaient des prairies endormies, des champs blonds et des clôtures disloquées. Le ciel s'ouvrait vaste au-dessus d'eux, indifférent. Claire l'observait en secret. Il avait le visage rude, tanné par le soleil, mais il n'était pas vieux. Peut-être 30 ans. Pas d'alliance à son doigt. Une fine cicatrice sur une phalange, une écharde logée dans le pouce. Pourquoi? Murmura-t-elle enfin. Pourquoi m'avoir prise? Il ne tourna même pas la tête. 4 enfants. Sans mère. Et je n'ai ni le temps ni la volonté de chercher avec politesse. Elle sentit son souffle se suspendre. Donc, je suis une gouvernante? Non. Juste quelqu'un qui ne sera pas cruel. C'est suffisant. La charrette cahotait à travers un lit de rivière asséché. Le cœur de Claire battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. À la nuit tombée, ils arrivèrent à une cabane cachée dans un petit bois de pins et de peupliers. Le porche grinçait sous leurs pas.
Une roue appuyée contre la grange, des poules qui fuyaient à leur approche. À l'intérieur, derrière les rideaux, 4 visages curieux les épiaient, 3 garçons et une fille, les joues rosées, les yeux pleins de doute. « Voici mademoiselle Claire, dit-il. Elle vivra ici. » Le plus jeune, à peine 3 ans, s'accrocha à sa jambe. Il le souleva d'un bras, ouvrit la porte de l'autre. « Ta chambre est en haut. Il y a de l'eau chaude dans le seau. » Claire monta, les jambes flageolantes. La pièce était petite mais propre. La fenêtre donnait sur les champs endormis. Elle s'assit sur le lit et pleura en silence. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne lui demandait pourquoi elle était brisée. Personne n'exigeait qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était. La cabane semblait avoir poussé avec les arbres, faite de bois, de résine et de silence. Le toit était rafistolé avec des pots, le porche grinçait à chaque pas, et à la place de la porte, un vieux drap accrochait le vent. L'intérieur sentait la sueur d'enfant, le pain rassis et le bois fumé. Les 4 enfants n'étaient pas des anges. Ils étaient sauvages comme des chiots, méfiants, farouches. L'aîné, Thomas, la fixait de ses yeux plissés. Elias, le second, parlait fort et mangeait toujours. Anna, la seule fille, restait accrochée au pantalon de son père. Benji, le plus jeune, ne parlait pas encore, mais suivait Claire partout comme son ombre. Elle s'adapta doucement. Elle fit brûler sa première casserole de haricots, pleura quand son pain ne leva pas. Elle raccommodait des chaussettes avec des doigts engourdis. Elle parlait peu. Sa voix s'était perdue dans l'attente et les chagrins. Un jour, en soulevant une marmite trop lourde, elle la fit tomber. Le bruit fit fuir les poules, les enfants s'arrêtèrent net, figés. Claire s'attendait à des cris, des reproches. Mais Émile s'approcha, se pencha, ramassa les morceaux. Ce n'est qu'un ragoût. Rien de grave. Sans colère. Sans jugement. Ce soir-là, elle s'assit seule sur le porche, les larmes aux yeux. Plus tard, en bordant les enfants, elle sentit Anna trembler, Benji tousser. Elle leur chanta une vieille berceuse, sa voix cassée flottant dans la pénombre comme une bougie prête à s'éteindre. Puis la tempête arriva. Le vent faisait ployer les arbres, et le front d'Anna brûlait de fièvre. Émile, fort comme un chêne, restait debout, impuissant. Claire, elle, n'hésita pas. Elle prépara une infusion, mouilla le front de l'enfant, murmura des paroles douces, veilla toute la nuit. Et au petit matin, la fièvre tomba. Anna ouvrit les yeux et demanda, des crêpes. Émile, dans l'embrasure de la porte, croisa le regard de Claire. Il ne dit rien, mais ses épaules se détendirent. Quelque chose en lui avait cédé. Ce matin-là, Claire descendit après avoir habillé les enfants. Sur le poêle, la théière fumait. Une tasse l'attendait. Et un mot, griffonné maladroitement. Merci. Sans nom. Sans signature. Mais elle sentit le nœud dans sa gorge se relâcher. Elle s'assit, les mains autour de la tasse. Le thé était amer et fort, mais il réchauffait. Par la fenêtre, la forêt s'étendait, immense, vivante. Quelque chose changeait. Pas brusquement. Pas bruyamment. Mais profondément. Elle avait été traitée comme un vieux meuble qu'on revend au marché, comme du bétail sans âme, évalué à l'aune de son utérus qui, selon certains, refusait de fleurir. Mais ici, dans cette cabane bancale, sans porte, sans confort, quelqu'un avait enfin vu autre chose. Il avait vu ses mains abîmées, son effort sincère, sa tendresse maladroite, même ses échecs. Et ce jour-là, Benji s'était approché. Il avait levé les bras vers elle et, d'une voix aussi claire qu'un lever de soleil, il avait dit un seul mot. Maman. Et pour la première fois depuis une semaine, Claire avait souri. Pas parce qu'on attendait d'elle qu'elle le fasse, mais simplement parce qu'elle en avait envie. Le printemps s'infiltrait doucement entre les troncs des pins, adoucissant le givre qui s'accrochait encore à la terre. Claire ne pleurait plus la nuit. Ses doigts, qui avaient tremblé de solitude, retrouvaient leur fermeté. Sa voix reprenait de la force. Elle se mit à enseigner l'alphabet aux enfants, traçant les lettres avec du charbon sur de vieilles planches de bois. Elle les aidait à se rappeler leurs noms, leur fredonnait de simples chansons, celles que sa mère lui chantait jadis. Elle montra à Anna comment nouer un ruban dans ses cheveux, et cousit à chacun une écharpe, taillée dans d'anciens sacs de grains. Les enfants l'appelaient « mademoiselle », et elle ne les corrigeait jamais. Mais même alors que les jours devenaient plus cléments, la peur restait là,
tapis sous ses côtes, comme une ecchymose persistante. Un après-midi, Émile lui proposa de l'accompagner au village pour acheter du sel et des clous d'étain. Il ne dit rien de plus, lui lança simplement les rênes comme s'il lui tendait la place qu'elle avait toujours méritée. Au magasin, pendant qu'il faisait la queue, Claire sortit prendre l'air. Comme toujours, l'atmosphère du marché était saturée de rumeurs. Soudain, une voix aiguë et cruelle fendit le brouhaha ambiant. « Tiens, voilà la stérile spectrale. » Claire se retourna lentement. Devant le comptoir de la mercerie, sa belle-mère se pavanait, tenant un journal plié contre sa poitrine. À ses côtés, une jeune femme, tout en arrogance et gants de dentelle, caressait son ventre dans un geste exagérément théâtral. « C'est elle ?» demanda la jeune femme, assez fort pour que tout le marché entende. « Oui », répondit la vieille avec un rictus. « Belle, peut-être. Mais pas même foutue de pondre un chiot. »« Moi, je vais avoir un enfant », ajouta la jeune femme en relevant fièrement le menton. « Un fils. Pour perpétuer le nom de la famille. Pas comme elle. Aussi inutile qu'une marmite fendue. » Les mains de Claire se refermèrent, tremblantes. Elle ne répondit pas. Sa gorge était pleine de tout ce qu'elle refusait de leur offrir, larmes, douleur, humiliation. Elle fit demi-tour. Mais quelqu'un posa une main sur son épaule. C'était Émile, sorti de l'ombre de la boutique. Ses bottes portaient encore la boue du matin, et ses yeux étaient sombres comme l'orage. Il regarda longuement les deux femmes avant de se tourner vers Claire et de dire, d'une voix basse et résolue. « C'est elle qui parvient à endormir ma fille. Elle seule. C'est elle qui a appris à Benji à ne plus jeter de pierres. C'est elle qui a transformé une maison en foyer. » Les femmes restèrent figées, muettes. Émile prit Claire par le bras et l'éloigna sans un mot de plus. Ce fut suffisant. Sur le chemin du retour, Claire resta silencieuse. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, elle se rendit près du puits et tressa une petite couronne de fleurs sauvages. Elle ne savait pas pourquoi. Seulement qu'elle avait besoin de créer quelque chose de doux avec ses mains. Les semaines passèrent. Les rumeurs commencèrent à changer de direction. La jeune épouse, si fière de sa fertilité, ne tombait toujours pas enceinte. Son ventre restait plat, son regard plus dur, sa voix plus sèche. Elle cessa même de se rendre à l'église. Les murmures devinrent rumeurs insistantes, on racontait qu'elle avait une liaison avec un scribe du bureau de poste. Dans sa panique, elle élabora un plan dangereux pour simuler une grossesse. Mais la vérité, comme le goudron, collait en peste. Son mari découvrit la supercherie. La nouvelle se répandit comme un incendie dans une forêt sèche. Il la chassa. Arracha les rideaux de la chambre d'enfant. Maudit le mensonge. En quelques jours, il sembla vieillir de 10 ans. Un jour, alors que Claire achetait de la farine au marché, elle croisa son ancien mari. Il avait le dos courbé, le visage ridé, le chapeau froissé qu'il tenait nerveusement entre les mains. « Je me suis trompé, dit-il, d'une voix basse, brisée. Maintenant je le vois. Tu es la seule femme qui s'est vraiment souciée de moi, la seule ?» Elle leva une main pour l'arrêter. « Je me souviens du jour où tu as laissé ta mère me cracher dessus. Du jour où tu m'as rejeté comme un reste moisi simplement parce que mon corps n'a pas su faire ce que, visiblement, le tien non plus n'a pas su faire. » Il baissa les yeux. « J'ai été un idiot. » Claire fit un pas vers lui. « J'ai 4 enfants qui m'embrassent chaque matin. Un homme qui ne me demande pas ce que je ne peux pas offrir, mais m'accueille pour ce que je suis, ce que je veux partager. Ma maison est pleine. Pleine de chaleur, de rire, de paix. » Elle marqua une pause. « Je préfère balayer les cendres pour Émile que m'asseoir dans ton salon comme une statuette en porcelaine. » Il ouvrit la bouche, mais elle ne lui laissa pas le temps. Elle tourna les talons et s'éloigna. De l'autre côté de la rue, Émile l'attendait avec un sac de riz. Il avait tout vu. Tout entendu. Son regard ne portait ni jugement ni fierté. Juste, quelque chose de plus profond. De la gratitude. De l'amour. Un amour sans pitié, sans condition. Un amour renouvelé chaque jour, non offert une seule fois pour toujours. Le ciel se teignait d'ocre et de cendres. Le crépuscule fatigué tombait sur la vallée. Plus tard, alors qu'elle allait puiser de l'eau pour le lendemain, elle ne vit pas tout de suite la silhouette appuyée contre la clôture. C'était Jay, le chasseur de l'autre versant de la colline de Saint-Aubin, ivre, comme d'habitude.
Tiens, regarde-moi ça, balbutia-t-il. La jolie petite mule qu'Émile a ramenée du marché. On disait que t'étais stérile, mais tu t'en sors bien avec les gosses, hein? Claire se raidit. Il est tard. Rentre chez toi. J'ai eu un sourire mauvais. Je voulais juste jeter un œil. Émile te garde plus enfermé qu'un coffre-fort. T'as bien un sourire pour moi, non? Elle tourna les talons, mais il fut plus rapide. Sa main sale s'abattit sur son poignet, le serrant brutalement. Allez, après tous ces ragots, tu nous dois bien ça. Avant qu'elle puisse crier, une ombre surgit. Émile. En une seconde. Pas un mot. Pas un cri. Juste un poing. Droit dans la mâchoire de Jay. L'homme s'effondra comme une poupée molle. Le silence tomba. Même le vent sembla retenir son souffle. Émile se tenait au-dessus de lui, le torse soulevé par sa respiration lourde, les jointures ensanglantées. Claire le regardait, le cœur battant, mais pas de peur. Jamais elle ne l'avait vu ainsi. Et pourtant, elle n'avait pas peur. J'ai gémi, mais Émile ne le regarda pas. Il se tourna vers Claire. « Ça va ?» demanda-t-il, d'une voix grave, basse, contenue. Elle hocha la tête, les yeux brouillés, les mains tremblantes. « Je suis désolé » murmura-t-elle sans savoir pourquoi. Il s'approcha, dénoua le foulard rouge qu'il portait, prit délicatement sa main, celle qu'on venait de saisir, et l'enveloppa du tissu. « Personne ne te touchera. Pas sans que je le permette. » Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Il baissa ensuite les yeux vers sa main meurtrie, secoua la tête. Idiot, marmonna-t-il pour lui-même. Dans la cabane, Claire lava ses plaies avec de l'eau bouillie et un bout de mousseline propre. La pièce était silencieuse, mais l'air vibrait d'une tension douce, invisible. Tu n'étais pas obligé, dit-elle en rinçant le sang. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Il ne devait pas te toucher. Et pourtant, tu n'aimes pas te battre. J'aime encore moins te voir blessé. Elle cligna des yeux, la gorge serrée. J'ai pleuré, mais pas de peur. Parce que jamais personne n'a fait ça pour moi. Il ne répondit pas. Il la regardait comme on regarde quelque chose de précieux, de fragile, mais incassable. Quelque chose qu'on choisit de protéger. Quand elle eut fini, elle s'assit près de lui. Il entrelaça ses doigts aux siens. Merci, dit-elle. Émile haussa les épaules. Le reste fut dit en silence. Je refuse de vivre dans un monde où des hommes comme lui pensent avoir le droit de te parler ainsi. Elle sourit. Un sourire timide, discret, mais infiniment reconnaissant. Son poignet la lançait encore, douloureux, souvenir d'un quotidien rude, mais son cœur, pour la première fois depuis des années, se sentait protégé. Dehors, les étoiles brillaient avec une netteté cristalline, perçant la nuit noire comme des témoins silencieux. Et là, dans cette modeste cabane sans luxe, l'homme qui ne haussait jamais le ton avait levé la main non pour blesser, mais pour la défendre. Et elle, la femme qu'on avait toujours jugée trop banale, trop fade pour être regardée, venait d'être traitée comme quelqu'un de précieux. Ce n'était pas encore de l'amour, pas tout à fait. Mais c'était une forme d'amour, un commencement doux et fragile, une promesse possible. Un matin glacé se leva. Le givre couvrait les clôtures, mordait les branches, et rendait chaque souffle visible dans l'air. Claire était dans la cuisine, les mains plongées dans une pâte à pain encore tiède, quand un cri strident fendit l'air. Un cri d'enfant. Elle laissa tomber le bol, la farine s'envola comme une bourrasque de neige. Pieds nus, elle courut sur la terre dure, le cœur affolé. Caleb, le plus jeune fils d'Émile, était recroquevillé près du tas de bois. Sa jambe était tordue dans un angle étrange, alarmant. Une hache reposait à côté, sa lame maculée de sang. « Mon Dieu » murmura Claire en s'agenouillant. Émile était déjà là. Son visage était grave, sa voix ferme, mais calme. Il souleva doucement le garçon dans ses bras. « Fais bouillir de l'eau, vite. Et prends les bandages, là-haut sur l'étagère. » Claire s'exécuta, tremblante, les mains glissant sur les bocaux, le souffle court. Lorsqu'elle revint, Émile avait installé Caleb sur la table de la cuisine. Il avait tranché le pantalon du garçon pour libérer la plaie. C'était une entaille profonde, béante, saignant abondamment. Claire pressa un linge propre sur la blessure. Ses doigts étaient trempés de rouge. Elle nettoya, désinfecta, banda,
pria à voix basse, chaque nœud comme une supplique muette. Caleb hurlait, le visage livide. Je sais mon cœur, je sais que ça fait mal. Tiens bon, s'il te plaît. Ses larmes coulaient, tombant sur la jambe de l'enfant. Et soudain, dans un souffle à peine audible. Ne pleure pas, maman. Claire se figea. Ce mot suspendit le temps. Maman. Le petit cligna des yeux, la voix cassée. Tu fais les meilleurs biscuits. Tu chantes comme ma maman d'avant. Elle lui caressa la joue. Cette fois, elle ne retint plus ses larmes. Quand la douleur se calma, et que l'enfant reposait la jambe surélevée, les autres se rassemblèrent autour du feu. Une couverture lui fut apportée. Un petit cheval sculpté lui fut tendu. Papa a dit que tu restes, annonça sérieusement la fillette du milieu. Alors tu es notre maman maintenant. Claire, incapable de parler, hocha simplement la tête. Ce fut suffisant. Dès ce soir-là, ils commencèrent à l'appeler « maman », sans que personne ne leur en donne la consigne. Ce n'était pas solennel, ce n'était pas officiel. C'était vrai. Un nom né de l'amour, nom de la naissance. Émile, en silence, observait. Comment elle caressait la main d'un enfant apeuré, comment elle tressait doucement les cheveux d'Anna, comment ses yeux se remplissaient de tendresse à chaque fois que l'un d'eux murmurait son nom. Ce soir-là, il sortit sur le porche. Elle était là, assise sous les étoiles. Il mit un moment avant de parler. Je n'ai jamais été doué avec les mots, tu le sais. Tu en as déjà dit assez, répondit-elle doucement. Il soupira. Quand je t'ai laissé cet argent au marché, je pensais t'offrir une porte de sortie. Je n'ai jamais cru avoir le droit de te demander de rester. Je pensais que tu partirais une fois remise. Et si c'est ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas. Je ne veux pas te retenir avec un arrangement. Claire tourna lentement le visage vers lui. Elle tremblait, mais pas de peur. D'émotions anciennes, profondes, tendres. Avant, je croyais que l'amour, c'était quand quelqu'un te choisissait au premier regard. Mais j'ai appris que le plus bel amour, c'est celui qui te choisit après. Une fois qu'il sait qui tu es vraiment. La mâchoire d'Émile se crispa. Si tu ne veux pas que je parte, dit-elle, alors je ne partirai pas. Elle s'approcha, le plancher craquant sous ses pas. Elle prit sa main, large, rugueuse. Peut-être que je n'ai pas mis ces enfants au monde. Mais eux m'ont transformé en quelque chose que je croyais impossible. Et toi, tu m'as permis de devenir cette femme, sans rien attendre en retour. Il la regarda, sans désir, sans peur. Avec une sorte de vénération. Je voulais juste que tu sois en sécurité, murmura-t-il. Et moi, je veux plus que la sécurité. Il l'attira contre lui. Pas comme on s'empare de quelque chose, mais comme un homme qui comprend la valeur d'une seconde chance et veut, cette fois, la garder. Le feu crépitait doucement. Dehors, la terre gelait. Mais entre deux, une chaleur naissait, une promesse silencieuse. Pas bâtie sur le sang, mais sur l'appartenance. Le lendemain matin, la lumière dorée filtrait entre les pins. Claire marchait main dans la main avec le fils aîné d'Émile. Sur le sentier de terre menant à l'école, sa main serrée dans celle de l'enfant. Il avait 10 ans, des yeux brillants, un sourire espiègle. Mais ce jour-là, il était silencieux. Il tenait son livre contre lui comme un trésor fragile. Arrivé devant l'école, un instituteur grand et mince les accueillit avec bienveillance. « Nous finissons quelques papiers, dit-il. J'ai juste besoin de compléter l'acte de naissance. » Maman. Claire sourit en lissant le col de la chemise du garçon. « Quel est ton nom complet ?» demanda le maître. « Thomas. »« Géigne » répondit l'enfant. « Et le nom de ta mère ?» Un silence tomba. Le stylo suspendu au-dessus de la feuille. Claire retint son souffle. Thomas regarda sa mère. Puis, d'une voix assurée. Claire Émile. Elle cligna des yeux. Son cœur bondit dans sa poitrine. C'est le nom de ta mère par mariage, demanda l'instituteur, légèrement surpris. Non. Pas par naissance. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle. L'enseignant nota le nom avec un sourire. Il avait vu d'autres histoires, d'autres familles tissées autrement. Très bien. Claire Émile. En sortant de l'école, Claire sentit une chaleur étrange lui monter aux yeux. Dans sa vie, elle avait porté bien des noms. Claire Barne, fille d'un homme qui l'avait vendue.
Claire Géigne, épouse rejetée. Claire rien du tout, murmurait dans les ruelles du marché. Mais ce nom-là, Claire-Émile, ne venait ni d'un homme ni d'un papier. Il venait d'un enfant. D'un cœur. De retour à la cabane, une odeur de pain chaud et de bois les accueillit. Émile sculptait un petit oiseau à la table. Le gamin a bien fait, murmura-t-il. Mieux que bien, souffla-t-elle. Ce soir-là, alors qu'elle pliait le linge près du feu, Émile posa un petit carnet en cuir à côté d'elle. Les pages étaient blanches. Je n'ai pas grand-chose à offrir, sauf de la sueur et du silence, dit-il. Mais s'il y a quelqu'un qui mérite une page blanche, c'est toi. Elle ouvrit le carnet, caressa la première page. Prête. Avant, je rêvais de recommencer à zéro, dit-elle. Mais je n'avais jamais imaginé pouvoir écrire ma propre histoire. Émile hocha la tête. Et ensemble, dans cette cabane au cœur du givre, ils commencèrent à le faire. Écris ce que tu veux, ou rien du tout. Il est à toi. Elle leva les yeux vers lui, décontenancée par la simplicité du geste. Tu le liras seulement si tu me le permets, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Son silence était une permission, un ancrage, une promesse. Elle baissa de nouveau les yeux, saisit la plume avec lenteur, comme on prend la main d'un enfant qu'on n'a jamais osé toucher, et écrivit d'une main ferme malgré les tremblements intérieurs. Aujourd'hui est le premier jour où je sens que j'existe, même sans avoir donné naissance à quiconque. Elle ne leva pas les yeux. Ce n'était pas nécessaire. La chaleur à ses côtés, la confiance tranquille qui flottait dans la cabane, la manière dont Thomas avait prononcé son nom plus tôt dans la journée, tout cela suffisait. Tout cela était réel. Quand elle eut fini, Émile lui prit doucement la plume des doigts, comme on enlève un poids sans brusquerie, et la déposa sur la table. Il se pencha vers elle, son front venant effleurer le sien dans un geste simple, mais chargé de mille motus. Merci, souffla-t-il. Pourquoi? Pour m'avoir laissé assez de temps, pour qu'on puisse vraiment t'aimer. Et dans cette pièce au mur de bois, éclairée par la lueur dansante du feu, la femme qu'on avait un jour vendue pour moins qu'une vache renaissait. Pas par un acte de loi, ni par un anneau au doigt, mais par quelque chose de plus profond, de plus indestructible, la reconnaissance, l'amour, l'ancrage. Le vent dehors hurlait comme un esprit ancien, fouettant les volets de la cabane. Dans son sommeil, Émile remua, ses doigts cherchant à tâtons. Il gémit faiblement. Claire, ne me laisse pas. Pas toi. Elle retint son souffle, se pencha doucement, posa ses lèvres sur son front brûlant et murmura. Je ne partirai jamais. On a besoin de moi ici. C'est ici que je suis à ma place. La fièvre tomba à l'aube, comme un manteau trop lourd qu'on rejette enfin. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle était toujours là. Les cheveux défaits, le visage couvert d'un voile de fatigue et de poussière, les mains calleuses, mais toujours chaudes et tendres. Tu as l'air terrible, plaisanta-t-il d'une voix éraillée. Elle éclata de rire, un vrai rire, rond et vivant. Tu devrais te voir. Dehors, le jardin n'était pas mort. Pas encore. De petits bourgeons verts tendres perçaient la terre gelée comme autant de promesses obstinées. Une semaine plus tard, un des enfants entra dans la cabane en hurlant. Claire! Il y a une tomate! Elle se précipita dehors avec eux, le cœur battant. Et là, sur une tige frêle, une tomate rouge luisait sous le soleil pâle de fin d'hiver, accrochée de toutes ses forces, comme si elle défiait le ciel de l'arracher. Émile arriva, lentement, appuyé sur un bâton. Il s'arrêta près d'elle et contempla le fruit. Comment? Murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Elle le regarda avec une tendresse immense. Tu m'as appris que tout ce qui vaut la peine d'être sauvé ne se donne pas si facilement. Il regarda ses mains marquées par la terre, le bois, les épreuves. Puis, sans un mot, il se pencha et embrassa chacun de ses doigts. Un baiser pour chaque crevasse, chaque cicatrice. Doucement. Comme la pluie. Ce soir-là, ils partagèrent la tomate en 6 parts. Ils la tranchèrent si finement qu'on aurait cru du papier, plus mince qu'une pièce. Et pourtant, tous jurèrent que c'était la chose la plus délicieuse qu'ils aient jamais goûtée. Quand le feu dansait dans l'âtre et que les enfants dormaient roulés en boule sous des couvertures usées, Émile prit la main de Claire. Il ne me reste plus beaucoup de force, avoua-t-il. La terre s'assèche, mes bras faiblissent. Tout ce que j'ai, c'est cet endroit, ces enfants, et toi. Elle se tourna vers lui.
Son sourire était lumineux, paisible. C'est plus que suffisant. Avant toi, j'étais un nom que personne ne voulait prononcer. Maintenant, j'ai un jardin qui se souvient de mes mains, des enfants qui m'appellent maison, et un homme qui m'a demandé de rester, même pendant la sécheresse. Il embrassa de nouveau ses doigts. Tu n'as jamais eu besoin de pluie pour faire fleurir quelque chose de beau. Et dehors, sous un ciel encore avare de pardon, le jardin vivait. Il respirait. Il luttait. Comme elle. Les années passèrent, mais le vent sur la colline de Saint-Aubin ne changea jamais. Il portait toujours cette odeur de terre sèche, d'aiguilles de pain chauffées au soleil, et cette douceur tenace de la moutarde sauvage qui poussait là où on ne l'attendait pas. Le jardin de Claire, qui n'était autrefois qu'une poignée de graines jetées sur une terre craquelée, s'étendait maintenant derrière la maison, vaste et vivant. Ce n'était ni majestueux ni bien ordonné. Il se pliait aux caprices du vent, débordait sur les pierres et les chemins. Mais il était là. Plein de vie. Et il était à elle. Chaque matin, Émile se postait sur le perron, les mains croisées dans le dos, observant Claire prendre soin de son royaume végétal. Il ne disait rien. Il regardait seulement. Comme si, en elle, il voyait la preuve que les miracles les plus vrais sont ceux qui ne font pas de bruit. Puis un jour de printemps, des hommes arrivèrent. Des fonctionnaires du gouvernement, les bottes propres, les chapeaux sans poussière, avec leurs cartes, leurs dossiers, leurs promesses. La ligne de train de Montpellier passera ici, annonça l'un d'eux. Elle traversera cette colline. C'est idéal. Claire se tenait près d'Émile, les doigts noués sous son tablier. Imaginez ce que vous pourriez offrir à vos enfants, ajouta un autre. Une vraie maison. Pas seulement de la terre, et des histoires. Mais Émile ne regardait ni les hommes ni leurs papiers, ni leurs costumes ni leurs sourires trop larges. Il regardait au-delà. Les plantes qui dansaient dans le vent. La clôture qu'il avait fabriquée. La balançoire suspendue par Claire. Les pierres qui marquaient l'endroit où reposait leur vieux chien. Le banc sculpté où il s'était assis cet hiver-là, lorsque sa jambe ne le portait plus. Tout ce qui lui appartenait vraiment était là. Il ne dit rien. Les hommes insistèrent. Il leva une main. Je ne partirai pas. Cette terre n'est pas à vendre. Ce soir-là, lui et Claire plantèrent une pancarte au bord du chemin. Une simple planche de bois sur laquelle ils avaient inscrit en lettres noires et droites. Pas à vendre. Quelqu'un, un jour, lui avait donné le droit de rester. Et cela suffisait. La nouvelle se répandit vite dans le village de Montlac. Certains se moquèrent. D'autres hochèrent la tête en silence, comprenant plus que ce qu'ils osaient dire. Les années passèrent. Leurs enfants grandirent, se marièrent. Ils eurent à leur tour des enfants, qui couraient entre les rangées de tomates, de tournesols et de courges géantes. Le vent soufflait encore. Le feu crépitait les soirs d'hiver. La balançoire grinçait toujours, suspendue au vieux chêne. Et chaque printemps, la première tomate rouge que l'on cueillait était coupée en parts égales. Et elle avait toujours, le goût de la première fois. Les petits-enfants couraient partout, leur rire résonnait comme une musique ancienne dans les pièces de la vieille maison. L'air était saturé de l'odeur réconfortante du pain chaud, tout juste sorti du four, et le martèlement joyeux de petits pieds sur les planchers de bois insufflait à chaque recoin un frémissement de vie. C'était comme si la colline de Saint-Aubin, longtemps silencieuse, battait de nouveau au rythme d'un cœur qu'on croyait éteint. La maison, jadis vide et frêle, était désormais pleine de souvenirs vivants. La vie s'était enracinée là, pas bruyamment, pas violemment, mais comme une graine qui perce lentement la terre. Invisible à l'œil distrait, ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre aride, tissant un lien invisible mais indestructible entre le passé et le présent. Et le jardin, oh, ce jardin. Il n'avait jamais cessé de fleurir. Même lorsque le ciel refusait la pluie, même quand la terre se fendillait de sécheresse, il tenait bon. Il résistait, obstiné, comme si la mémoire de celle qu'il avait aimée refusait de le laisser mourir. Il ne portait plus seulement de la moutarde, mais aussi des fèves dodues, du maïs doré, des oignons aux senteurs puissantes, et de grands tournesols si haut qu'aucun enfant ne pouvait plus s'y cacher. C'était un lieu de miracle modeste, de renouveau persistant. Un après-midi clair d'automne, alors que les feuilles dansaient dans l'air frais, l'un des petits-fils, les joues rougies par le vent, leva les yeux vers son grand-père. « Papy, demanda-t-il d'une voix curieuse, pourquoi tu l'appelles pas juste le jardin de Claire ?» Émile ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement, son dos voûté par les années et le poids des souvenirs.
Il prit la main du petit garçon et le mena jusqu'à l'entrée du jardin. Là, au-dessus du vieux portail en bois, une arche sculptée portait des mots gravés à la main, à peine lisibles par le temps mais encore porteurs de vérité. Elle n'a pas donné naissance à mon sang, mais elle m'a donné toute ma vie. Le petit cligna des yeux, comme pour mieux comprendre. Tu veux dire, qu'elle t'a donné un nouveau départ? Émile hocha la tête, un sourire chargé d'une tendresse infinie se dessinant sur ses lèvres. Non, mon trésor. Elle m'a tout donné. Absolument tout. Quand Claire mourut, le cœur du vieux jardin battit un peu moins fort. On l'enterra là, au pied même du figuier où, autrefois, elle accrochait des carillons de fortune, fabriqués avec des couvercles, des coquillages et des bouts de ficelle. Il tintait au gré du vent comme pour lui dire merci. Sur sa pierre tombale, Émile, les mains tremblantes met le geste sûr, grava lui-même une seule ligne. Ici a fleuri tout ce qu'on ne lui a jamais donné, et tout ce qu'elle a offert quand même. Chaque matin, pendant des années, il s'asseyait près de sa tombe. Il lui parlait. Il écoutait le vent à travers les branches. Il fermait les yeux, comme pour entendre sa voix dans le bruissement des feuilles. Jusqu'au jour où il ne sortit plus. On le retrouva endormi pour toujours dans son fauteuil en osier, un panier de graines posé à ses pieds. On l'enterra à ses côtés, sous l'arbre qui murmurait encore des secrets aux brises de l'aube. Et à partir de ce jour, le jardin de Claire devint plus qu'un simple lieu de culture. Il devint un sanctuaire. Un poème vivant. Et même longtemps après, quand les lignes de train modernisées contournèrent la colline de Saint-Aubin, même lorsque les hommes en costume, porteurs de projets et de chiffres, oublièrent pourquoi ils étaient un jour venus jusqu'ici, les voyageurs continuaient à tourner la tête en passant devant l'ancienne clôture. Là, en lettres presque effacées mais jamais arrachées, une pancarte disait encore « Pas à vendre ». Parce que parfois, certains lieux se souviennent des âmes qui ont refusé de fuir. Parfois, les collines les plus sèches fleurissent à nouveau, mais seulement pour ceux qui ont choisi d'aimer alors que plus personne ne croyait à l'amour. Si cette histoire a éveillé en vous quelque chose de silencieux et profond comme le jardin de Claire a su renaître là où tout semblait perdu, alors sachez que vous êtes au bon endroit. Car ici, dans nos récits, nous n'apportons pas seulement de la romance. Nous apportons la résistance, le sacrifice, et cet amour obstiné qui naît de la poussière, qui pousse entre les fissures, et qui survit même aux saisons les plus cruelles. Des histoires comme celle de Claire et d'Émile nous rappellent qu'il existe, enfouies dans les endroits les plus oubliés, des racines indestructibles. Des racines faites d'actes silencieux, de bonté sans retour, de bras tendus sans condition. Alors si votre cœur a besoin de croire encore, si vous cherchez des récits de courage, d'abnégation, de beauté simple arrachée au quotidien, alors n'oubliez pas de rester avec nous. Aimez. Abonnez-vous. Activez la cloche. Parce qu'ici, dans cet espace tissé de mots et de vérité, l'amour n'est jamais facile. Mais il en vaut toujours la peine.